Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on y est, on marque le dernier épisode de ma série sur les mercatos des clubs de Ligue 1 et j'ai décidé de finir cette série sur un club historique de notre championnat, en l'occurrence le FC Nantes. Maintenant vous en avez l'habitude, ça fait déjà 18 épisodes, on va dresser un bilan de la saison dernière avant de parler du mercato et de finir sur les objectifs du club. On va donc commencer par faire un bilan de la saison 2022-2023 du FC Nantes et ça a été une saison absolument catastrophique. Le FC Nantes a été bien loin des attentes placées sur le club, hein. Ils ont fini 16e, voilà, ils se sont sauvés à la dernière journée, ils étaient en lutte avec la JOCR jusqu'à la dernière journée. Pourtant, quand on regarde l'effectif du FC Nantes de la saison dernière, c'est un effectif qui est bâti pour faire un top 10, voire mieux. Je pensais même que Nantes pouvait faire, après la victoire en Coupe de France qui avait enthousiasmé beaucoup de monde, je pensais même que Nantes pouvait limite accrocher une place européenne parce qu'ils avaient été vraiment performants, notamment en Coupe de France en 2021 2022, ils ont des joueurs, ils avaient des joueurs la saison dernière pour vraiment accrocher un top 10, voire mieux, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que la saison a été catastrophique. Mais ce qui est frustrant pour les supporters, c'est que tu as un effectif qui est bâti pour le top 10 et que les joueurs ne se donnent pas assez pour le faire. On a eu l'impression d'avoir une équipe à deux visages. D'un côté, une équipe que tu pouvais voir en Coupe de France, en sortant notamment Lens et Lyon, et une équipe que tu peux voir également en Europa League, puisque tu as accroché la Juventus Turin après avoir passé les poules de l'Europa League, ce qui n'est pas négligeable, hein, pour un club français. De passer les poules de l'Europa League, c'est quand même un sacré exploit pour un club français en général, encore plus quand tu t'appelles le FC Nantes et que tu es arrivé là par l'intermédiaire de la Coupe de France et non pas par l'intermédiaire du championnat. Donc on a eu l'impression d'avoir une équipe à deux visages, une équipe de coupe qui dans les grands matchs était là pour se montrer, pour montrer aussi, certains joueurs étaient là pour montrer leur potentiel au plus grand club, hein. Il ne faut pas se mentir, lorsque tu joues la Juventus Turin, lorsque tu joues un match de Coupe de France face à Lens ou face à Lyon en demi-finale, tu peux te montrer, tu peux intéresser les plus gros clubs. C'est là que les plus gros clubs vont regarder les matchs et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de se motiver lorsque tu joues la Juventus Turin en Europa League, Lyon en demi-finale de Coupe de France, que d'aller jouer à Lorient à 13h en Ligue 1 par exemple. Donc c'est vrai qu'on a eu une équipe à deux visages, mais ça c'est par rapport à l'état d'esprit des joueurs. Et Antoine Comboiré, le coach de la saison dernière qui a été limogé à 4 journées de la fin, l'avait dit en conférence de presse, il a eu le mérite d'être honnête et il a pointé vraiment l'état d'esprit de ces joueurs. C'est que oui, ces joueurs ont le potentiel pour faire un top 10, mais l'état d'esprit fait qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher plus haut, plus loin, qu'ils ne jouent que les matchs qu'ils veulent, ils choisissent leurs matchs, ils ont choisi vraiment de jouer les échéances qu'ils voulaient, c'est-à-dire la Juventus Turin, c'est-à-dire la Coupe de France, mais lorsque c'était des petits matchs de championnat qu'il fallait absolument gagner pour aller plus loin en championnat et pour se maintenir le plus vite possible, eh bien ils n'ont pas voulu le faire parce qu'ils n'en avaient pas l'envie, tout simplement. Et c'est ça aussi les limites d'un club qui est un club tremplin, c'est que quand tu es un club tremplin, tu ne peux pas mobiliser tous les joueurs à 100% sur toute la saison. Quand tu es un club tremplin, les joueurs vont choisir leur match pour pouvoir se montrer chez les plus gros clubs finalement, pour pouvoir se montrer aux yeux des plus gros clubs et ils ne vont pas être investis dans le projet à 100% pendant toute la saison. Or, je pensais vraiment qu'avec les joueurs qu'avait Nantes la saison dernière, ils auraient vraiment pu, s'ils avaient tous été mobilisés à 100%, ils auraient vraiment pu viser un top 10, voire mieux, mais on a eu l'impression d'avoir cette équipe à deux visages, une équipe de coupe où les joueurs étaient vraiment très motivés à aller gagner, hein, face à la Juventus Turin, face à Lens, face à Lyon en Coupe de France, et puis une équipe en championnat qui n'avait pas du tout l'envie de le faire. Et ça, c'est très frustrant pour les supporters qui, eux, aiment sincèrement le club et qui veulent que les joueurs soient à fond tout le temps. Donc je peux comprendre la frustration. C'est que quand t'es mauvais parce que t'es nul, finalement, c'est pas grave. Limite, t'as envie de dire, allez-y, les gars, c'est pas grave, continuez comme ça. Mais quand t'es nul alors que t'as le potentiel de faire beaucoup mieux, je peux comprendre que ça engendre une certaine frustration. Et puis cet état d'esprit, il était parfaitement symbolisé par exemple par un joueur comme Blas. Blas, c'est un joueur qui a eu des performances extraordinaires, mais qui a aussi eu des performances très négatives. Et ça, c'est vraiment l'illustration de ce qu'était le FC Nantes l'année dernière. C'est le cas Blas, un Blas qui peut être exceptionnel parce que c'est un joueur au talent exceptionnel, mais qui était exceptionnel parce qu'il voulait se montrer aux yeux des plus gros clubs et qui finalement, lorsqu'il devait jouer des matchs d'un calibre moins important, évidemment qu'il rentrait dans le rang à l'image de ses coéquipiers parce qu'il y avait moins l'envie de se la donner, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc une équipe assez frustrante. Comboiré a été viré à 4 journées de la fin du championnat, lui qui avait pourtant été conforté après la victoire en Coupe de France de 2021-2022. Mais paradoxalement, comme je l'ai dit, cette équipe du FC Nantes, c'est une équipe de coupe. Et ça, c'est pas vraiment un crime
d'être une équipe de coupe. Il y a plein d'équipes qui sont des équipes de coupe, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont très mauvaises en championnat mais qui sont très bonnes en coupe. C'est comme ça arrive, c'est aussi psychologique, c'est pas forcément volontaire. Mais pour le cas du FC Nantes, j'ai quand même l'impression que c'était volontaire parce que tu es une équipe de coupe durant tout le long de la compétition en Coupe de France, tu élimines Lens, tu élimines Lyon, et lorsque tu arrives en finale face à Toulouse, tu te fais trouer, tu perds 5-1. Donc c'est vraiment un problème d'état d'esprit. Nantes n'était pas forcément une équipe de coupe, c'était vraiment une équipe surtout à deux visages et qui jouait les matchs qu'il voulait tout simplement. Donc voilà, j'ai vu beaucoup cette expression tourner, Nantes est une équipe de coupe. Je partage pas vraiment cet avis, je pense vraiment que si Nantes avait voulu s'aligner sur toutes les compétitions, ils auraient pu le faire. Ça n'est pas une équipe de coupe, c'est juste une équipe qui n'avait pas envie d'aller chercher les matchs de Ligue 1 à moindre enjeu, etc. Donc c'est vrai que ça a été un problème d'état d'esprit. En tout cas, Camboire a été limogé à 4 journées de la fin. Bon, je comprends pas vraiment l'utilité de limoger ton coach à 4 journées de la fin, surtout le coach qui t'a enfin fait gagner un titre l'année d'avant et dont on a vu les capacités, parce que Camboire, on peut dire ce qu'on veut, mais il a vraiment fait progresser le FC Nantes depuis qu'il était arrivé. Il a été remplacé par Pierre Aristouille, on en parlera juste après, mais en tout cas, ça a été assez injuste, je trouve, le traitement infligé à Antoine Camboire, parce que c'est lui qui t'a fait gagner un trophée, ça n'est pas de sa faute, et ça il faut le dire, ça n'est pas de sa faute si les joueurs ne voulaient pas se donner à fond sur le terrain pendant la saison. Évidemment qu'il a fait des erreurs comme n'importe quel coach dont l'équipe va mal, mais c'est aussi un coach qui a été dépassé par le fait que ses joueurs n'avaient tout simplement pas la motivation d'aller chercher plus haut, et c'est un problème d'état d'esprit, et c'est lui qui l'a dit en premier. Maintenant, on va parler du mercato 2023-2024. Et Dieu sait que c'est un mercato laborieux pour le FC Nantes, surtout du côté des départs où ils ont perdu de nombreux joueurs très importants. Mais en tout cas, au niveau des arrivées, je trouve que c'est quand même intéressant, même si ça ne révolutionne pas le football moderne. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des joueurs de qualité qui sont venus à Nantes. Le premier, c'est Lamine Diack, un milieu défensif de 22 ans que tu es allé chercher du côté de la Turquie. Pour l'instant, tu te le fais prêter, mais il y a une option d'achat quasi obligatoire. Mais pour l'instant, le prêt coûte 400 000 euros. C'est très intéressant pour un joueur qui évoluait du côté de la Turquie, qui a 22 ans, qui est un milieu de terrain, qui a du potentiel. Donc c'est quand même une bonne affaire. Tu as aussi un visage bien connu de la Ligue 1, Ronaël Pierre-Gabriel, défenseur droit de 25 ans, un Français, que tu as pris libre, mais qui était à Mayence l'année dernière, qui connaît très bien la Ligue 1 puisqu'il était à Monaco, à Saint-Etienne si je ne m'abuse. Donc voilà, tu prends un joueur qui connaît la Ligue 1, qui est issu du cru. Il y a également Hugo Barbet, un gardien de 21 ans que tu prends libre du côté de Guingamp parce que tu anticipes un éventuel départ d'Alban Lafont, parce que le club cherche à se débarrasser de Lafont. On en parlera juste après. Tu as levé l'option d'achat sur Mostafa Mohamed, presque 6 millions d'euros. L'attaquant égyptien qui s'engage définitivement du côté de Nantes. Je trouve que c'est très très bien pour le FC Nantes parce qu'il a fait de très belles choses l'année dernière. Il a quand même planté ses buts dans le marasme offensif nantais, donc il te fallait conserver ce joueur-là pour ton secteur offensif. Et puis tu as des retours de prêt qui vont faire du bien offensivement, par exemple Abdulkader Bamba qui était jusque-là prêté du côté de Saint-Etienne, qui est un ailier. Et puis tu as deux numéros 9 avec Ndilou et Afama qui reviennent de près, donc ça va aussi fournir ton secteur offensif de joueurs de qualité qui pourront marquer des buts, parce que c'est aussi le problème, hein. Tu as perdu Ludovic Blas, donc il faut absolument, tu as perdu aussi Andy Delors, tu as perdu Evan Guessant, donc il faut absolument redorer un peu ce secteur offensif, et pour l'instant c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce mercato. Et puis il y a deux joueurs brésiliens qui vont arriver là incessamment sous peu, ça va se faire dans les prochaines heures. Il y a Marquinhos, l'ailier droit d'Arsenal, hein, de 20 ans, et puis il y a un autre joueur, Douglas Augusto, qui vient en provenance du PAOK Salonique, un milieu central de 26 ans. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat grec. Donc voilà, ces deux joueurs-là brésiliens vont signer dans les prochaines heures du côté du FC Nantes et vont clôturer le mercato du club jaune et vert. Donc voilà, c'est très intéressant là aussi d'avoir pris ces deux joueurs-là, hein. Marquinhos qui est un joueur de potentiel, qui était jusque-là à Arsenal, qui est un ailier de qualité, qui va venir un peu apporter de la percussion au sein de cette attaque nantaise, hein, le pendant peut-être de Moses Simon. Et puis voilà, Angelo, comment il s'appelle, Douglas Augusto, pardon, milieu de terrain brésilien qui était jusque-là du côté du PAOK Salonique et qui s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du championnat grec sur les dernières saisons. Donc voilà, il y a quand même un mercato qui n'est pas exceptionnel, mais qui est quand même un mercato où tu arrives quand même à ramener des bons joueurs pour en remplacer d'autres. Donc c'est très intéressant. Et par contre, au niveau des départs, c'est beaucoup plus compliqué. Tu as perdu Ludovic Blas, ton maestro, ton meneur de jeu, le joueur qui a vraiment fait de très belles choses, hein. Du côté du FC Nantes, évidemment, dans l'état d'esprit, il y avait quelque chose à corriger pour Ludovic Blas, mais sportivement, il a vraiment beaucoup apporté sous ses meilleurs jours à Nantes. Tu le vends 15 millions du côté de Rennes. Je pense que tu aurais quand même pu
en demander beaucoup plus, mais le fait que le joueur soit plutôt irrégulier, ça a pâti à mon avis de sa valeur marchande, mais en tout cas 15 millions d'euros, 25 ans. Bon, voilà, merci pour tout Ludovic. Il y a aussi Andrei Girotto, celle-là je la voyais pas du tout venir, ton défenseur central, ton meilleur défenseur et de très loin, qui part du côté de l'Arabie Saoudite pour 4 millions d'euros à 31 ans. Je pense que venant de l'Arabie Saoudite, tu aurais quand même pu en demander un peu plus, mais en tout cas, voilà, tu as perdu ton meilleur défenseur, donc forcément sportivement ça fait très mal parce qu'il était encore dans le coup, mais c'est vrai que 4 millions, ça la fout quand même mal pour un joueur qui était là depuis des années, qui a quand même fait des belles choses, surtout venant de l'Arabie Saoudite, qui aurait pu quand même en investir beaucoup plus. Andy Delors, qui n'a fait que 6 petits mois, j'ai envie de dire encore une fois, pour Andy Delors, hein, il a fait qu'un an dans un club, là il a fait 6 mois du côté de Nantes, mais à chaque fois il fait pas plus d'un an hein, dans un club, Andy Delors, qui est parti du côté du Qatar pour 2,5 millions d'euros. Korchia est parti libre du côté d'Amiens, Charles Traoré est parti libre également, donc là aussi c'est deux joueurs dont tu ne voulais plus, donc c'est pas mal pour dégraisser. Et puis tu as des fins de prêt avec Evan Guessant qui est reparti du côté de Nice et Joao Victor qui est reparti du côté de Benfica. Donc voilà, tu as perdu des joueurs très importants, ça va faire du mal sportivement, Blas, Giroto, Delors, mais tu as quand même réussi à encaisser pas mal d'argent sur les trois joueurs, même si ça aurait pu être mieux. Et puis tu t'es débarrassé de certains indésirables comme Korchia, Charles Traoré, et puis tu as vu des prêts expirer, mais c'est bien du côté du FC Nantes parce que tu as par exemple levé l'option d'achat sur Mostafa Mohamed, parce que tu as quand même réussi à attirer Marquinhos qui jouait jusque-là à Arsenal, parce que tu as réussi à attirer l'un des meilleurs joueurs du championnat grec avec Douglas Augusto, donc voilà, c'est très intéressant aussi, mais je pense quand même que l'effectif est moins qualitatif que l'année dernière. Au niveau des rumeurs, maintenant, j'ai mes notes évidemment. Lafont, qui est annoncé sur le départ, mais Lafont n'a pas vraiment d'offre, hein, parce que c'est vrai que la fin de saison dernière pour Lafont avait été très difficile. C'est vrai qu'après la victoire de Nantes en Coupe de France, il avait même connu, je crois, une convocation en équipe de France. Sa valeur marchande avait pas mal augmenté, donc Nantes espérait à ce moment-là le vendre 15-20 millions. Il est resté la saison de trop du côté de Nantes, la saison où le club finit 16e, la saison où il fait une fin très difficile et où sa valeur marchande baisse et où aucun club ne s'intéresse à lui, donc il est un peu dans le piège, finalement il est un peu dans le piège nantais parce que personne ne veut de lui, mais non, t'aimerais bien encaisser un chèque, donc peut-être qu'il ne sera pas titulaire hein, également, donc ça reste à voir, mais en tout cas Nantes veut absolument s'en débarrasser pour encaisser un peu d'argent. Moussa Sissoko qui est un échec, hein, qu'on se le dise, il est également sur la liste des transferts parce que c'est un gros salaire qui n'a pas été assez performant du côté de la Beaujoire, donc il faut aussi s'en débarrasser, hein. Les joueurs qui ne sont pas assez performants mais qui ont un gros salaire, il faut quand même essayer de les faire voir ailleurs. Il y a une rumeur également qui envoie l'attaquant ivoirien de 25 ans qui évolue à la Fiorentina, Christian Kouamé du côté de Nantes en prêt. Ça serait pas mal aussi d'avoir ce genre d'attaquant. Tu as déjà Mostafa Mohamed, mais il faudrait quand même un joueur d'un gros calibre également. Et Christian Kouamé, c'est quand même un joueur d'un autre niveau hein, par rapport au FC Nantes. C'est un joueur quand même qui joue dans le championnat italien, qui a quand même mis des buts en Serie A. Donc ça pourrait être intéressant en complément de Mostafa Mohamed parce que offensivement, oui, tu as quelques retours de prêt de joueurs de qualité, mais c'est pas des joueurs du niveau de Kouamé. Et Kouamé, ça pourrait vraiment être pas mal. Il y a également Shidozi Awazim, le défenseur nigérian, qui était déjà passé du côté de la Beaujoire dans le passé, qui va peut-être venir gratuit parce qu'il a un litige avec son club de Boavista, qui fait que son club ne l'a pas payé, etc. Donc peut-être que le contrat va être résilié, ce qui fait qu'il sera libre et qu'il pourrait donc s'engager gratuitement du côté de Nantes. Donc voilà, il y a tout un litige. Si le litige n'est pas réglé, si le litige est réglé, plutôt Nantes devra débourser 1,5 million, mais si le litige finalement n'est pas, si le litige finalement est réglé, il faudra débourser 1,5 million d'euros pour le défenseur nigérian. Mais en tout cas, voilà, c'est un défenseur de qualité qui viendrait remplacer Andrei Girotto dans ton effectif. Et forcément, c'est un joueur dont tu ne disposes pas aujourd'hui. Tu as Castelletto, tu as Palois, mais tu n'as pas un joueur comme Awazim. Awazim, je pense qu'il pourrait vraiment bien s'articuler avec Palois, donc ça serait vraiment intéressant. Maintenant, on va parler du coach, le coach Pierre Aristouille, qui est un coach de 43 ans, un jeune coach, un français, qui entraînait jusque-là les U19 du FC Nantes. Alors, il est déjà annoncé menacé, hein, Pierre Aristouille, ça pourrait être le premier coach de Ligue 1 à se faire virer parce qu'il n'a pas été convaincant lors des matchs amicaux, mais en tout cas après le maintien du FC Nantes l'année dernière, parce qu'il a fait les 4 derniers matchs et il a réussi quand même à maintenir le club. Il a été prolongé de 2 ans, ce qui est quand même une catastrophe hein, d'avoir prolongé l'ancien coach des U19 juste parce qu'il a fait 4 bons matchs qui ont réussi
réussi à maintenir un club qui était déjà en avance de toute façon sur la JOCR, donc ça ne relevait pas de l'exploit de maintenir le FC Nantes non plus. La situation n'était pas catastrophique non plus, en tout cas tu l'as prolongé. Il n'a même pas son brevet d'entraîneur professionnel, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi est-ce que Aristouille a été prolongé 2 ans sans aucune expérience du banc, sans aucune expérience de l'équipe première, juste parce qu'il a fait les 4 derniers matchs et qu'il a réussi à sauver le club alors que le club n'était pas forcément mal engagé non plus. Donc voilà, ça reste à voir. Je sais que Kita était sur Galtier, il y a des rumeurs qui disent que Kita voulait que Galtier prenne les rênes du FC Nantes. Donc voilà, moi ça me paraît compliqué, il est déjà menacé, je pense qu'il est surtout resté par défaut, faute d'avoir trouvé un coach pour remplacer Antoine Comboiré, un coach confirmé. En tout cas voilà, pour l'instant il n'a pas son brevet d'entraîneur de footballeur d'entraîneur professionnel, il est très très jeune, il n'a pas l'expérience de l'équipe première, il n'a entraîné que les jeunes jusque-là, donc ça me paraît quand même compliqué cette histoire. On passe maintenant au 11, et c'est vrai que quand j'ai dessiné le 11, je me suis dit que cette équipe de Nantes était une équipe plutôt compétitive, malgré tout, malgré la perte de Blas, malgré la perte de Giroto. Je trouve que c'est quand même une équipe de qualité qui peut accrocher un top 10, pourquoi pas finir 10e, 11e, 12e. C'est quand même une équipe qui a quand même des joueurs de qualité dans les buts. Lafont, mais si Lafont vient à partir, t'as quand même Descamps, qui est un jeune gardien qui a été formé au PSG, qui a de la qualité. Hein. À chaque fois qu'il a joué, je l'ai trouvé bon, notamment en Coupe de France, hein, sur l'épopée de 2021-2022. Donc voilà, t'as quand même au poste de gardien, tu as aussi pris Hugo Barbet, jeune gardien de Guingamp, pour au cas où pallier un potentiel départ de Lafont. Donc tu es quand même fourni en poste de gardien par des gardiens jeunes, de qualité, qui ont du talent et du potentiel. Sur le côté droit, 111, que j'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une valeur sûre de la Ligue 1 et du FC Nantes. J'aimais beaucoup du côté du FC Metz, je trouvais que ça avait été un énorme coup de la part du FC Nantes de le prendre, alors qu'il était quand même convoité par pas mal d'autres clubs de Ligue 1 qui sont quand même mieux classés que le FC Nantes, donc c'est très intéressant. Sur le côté gauche, tu as Quentin Merlin, que j'aime beaucoup également, et j'ai pas peur de le dire, je trouve que Quentin Merlin a plus de talent que Melvin Barr ou encore Adrien Truffert. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a plus de qualité qu'eux, parce que il y a quand même cette course à 3 chez les arrière-gauches français de Ligue 1, voilà nos petits arrière-gauches à nous en Ligue 1, Merlin, Truffert, Barr, et je trouve que c'est quand même le meilleur des trois. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de qualité. Après sinon tu as Jawen Adjam, l'Algérien, qui aussi peut jouer sur ce côté gauche. Donc là aussi, en poste d'arrière gauche, tu es quand même fourni par des joueurs qui ont de la qualité, qui ont du talent, qui sont jeunes. Tu t'es débarrassé en plus de Charles Traoré, donc c'est pas mal. Dans l'axe palois, bien sûr, hein, le patron, on ne va pas se priver d'un gars qui est là depuis des années, qui a toujours été bon, qui n'a rien à se reprocher. Et puis Awazim, s'il signe, j'avais parlé du litige autour d'Awazim tout à l'heure, si ça se règle, je pense que ça va se régler, eh bien il faut le réintégrer à cette défense, parce que c'est un joueur dont tu n'as pas les qualités au sein de cette défense-là. Sinon, en remplaçant, tu as quand même Castelletto, qui a toujours rendu de fiers services lorsqu'il a joué, même si, voilà, par moments ça peut être compliqué, mais Castelletto en Ligue 1, ça fait vraiment l'affaire. Donc tu as vraiment une défense de qualité, avec des joueurs jeunes, avec des joueurs aussi d'expérience. Tu as un bon mélange, des joueurs de Ligue 1 hein, pour la plupart, des joueurs niveau Ligue 1, mais c'est pas mal, ça peut être intéressant pour accrocher un éventuel top 10. Au milieu de terrain, Chirivella, l'ex de Liverpool, qui est vraiment là aussi au milieu de terrain, une sorte de tour de contrôle, un mec qui sait orienter le jeu, un mec qui a vraiment du ballon, j'aime beaucoup ce genre de joueur. Moutoussamy, qui devrait être le capitaine du FC Nantes cette saison, donc là aussi on va le mettre, c'est un joueur qui est aussi polyvalent, qui peut aussi s'exporter sur un côté, mais moi j'aime beaucoup Moutoussamy, je trouve que c'est un joueur intéressant là aussi pour la Ligue 1. Augusto, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un joueur qui peut s'imposer dans le milieu de terrain du FC Nantes, c'est quand même un sacré investissement, hein, 6 millions d'euros, donc je pense que c'est quand même pour le faire jouer titulaire, surtout que tu ne veux plus par exemple d'un gars comme Moussa Sissoko, donc je pense qu'il vient aussi pour le remplacer, mais en tout cas moi je le mettrai d'entrée de jeu parce que c'est un joueur qui a de la qualité, qui a fait des belles choses du côté de la Grèce. Au niveau de l'animation offensive, je pense qu'on repart sur Moses Simon sur le côté gauche, là aussi c'est une valeur sûre, il est là depuis des années, c'est ton joueur de percussion par excellence, et franchement c'est vraiment pour moi techniquement le meilleur joueur du FC Nantes l'année dernière avec Blas, avec Mostafa Mohamed, c'était vraiment les trois vrais joueurs du côté du FC Nantes offensivement, et on se demande d'ailleurs comment avec un trio Simon, Mostafa Mohamed et Blas, ils ont réussi à faire 16e. Et ça vraiment on peut se poser la question, mais en tout cas Moses Simon sur le côté gauche ça peut vraiment être pas mal. Je mets Florent Mollet, pas sur le côté droit mais un peu plus en numéro 10 pour laisser le côté à 111. Mollet aussi qui a fait de très belles choses du côté de Montpellier, ça a été un peu plus dur du côté de l'Allemagne, il est revenu en Ligue 1 et il a dit récemment qu'il voulait retrouver son niveau de Montpellier. Moi j'aime beaucoup Florent Mollet parce que c'est un profil technique, c'est un joueur qui a de la qualité, ça contraste avec Moses Simon de l'autre côté qui va plus prendre la profondeur, lui il va plus être dans les pieds, donc ça te crée une certaine diversité, donc c'est très bien. Et puis devant, Mostafa Mohamed évidemment qui sera là pour marquer les buts, il a fait de très belles choses l'année dernière du côté du FC Nantes quand il a joué,
là, comme je l'ai dit, ce marasme offensif, ça a été la lueur d'espoir. En plus, tu l'as pris pour 6 millions, tu as levé l'option d'achat, c'est pas pour rien, c'est pour le faire jouer, donc j'aime beaucoup. Après, sinon, tu as d'autres joueurs. Hein. Sur le banc, tu as Marcus Coco, tu as Bamba, qui ne revient pas pour rien non plus, tu as Ganago, et puis tu as Marquinhos, l'ailier brésilien de Arsenal, qui viendra également s'imposer, qui sera peut-être la doublure de Moses Simon, qui sera peut-être le joueur qui remplacera Florent Mollet en fin de match pour venir dynamiter les défenses adverses. Donc voilà, tu as quand même des joueurs de qualité, tu as quand même une diversité de profils, comme je l'ai dit. Tu montres quand même ton attractivité parce que tu as attiré des joueurs quand même comme Augusto, comme Marquinhos qui était à Arsenal, comme Diak qui était du côté de la Turquie. Donc il y a quand même une certaine attractivité, tu as vendu des joueurs. Donc voilà, je pense que pour le FC Nantes, ça va être difficile parce que le coach Pierre Aristou, il n'est pas taillé pour coacher l'équipe première du FC Nantes. Et donc on peut se poser la question sur les réels objectifs et les réelles motivations de Kita sur cette saison du FC Nantes. Qu'est-ce qu'il veut pour son club? Est-ce que en nommant Aristou, tu penses que ton équipe va viser un top 10? Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il a de l'espoir en lui, mais moi je pense vraiment qu'Aristou, c'est un choix par défaut parce que tu n'as pas trouvé mieux. Et pourquoi Nantes n'a pas trouvé mieux alors que Nantes, c'est pas non plus le pire club de Ligue 1? Je veux dire, quand on voit les joueurs qu'il y a là, tu aurais quand même dû attirer un coach de renom, un coach de qualité pour venir entraîner cette équipe et prendre la succession de Camboiré. Donc voilà, avec Aristou, je ne pense pas que ça puisse aller viser un top 8, mais en tout cas, je pense que Aristou, il va être remercié très rapidement si ça tourne mal sur les premiers matchs. Maintenant, si ça s'avère payant que sur les premiers matchs, c'est bien. Je sais que le calendrier n'est pas top hein, pour le FC Nantes, ils vont avoir de très gros adversaires très vite, mais si ça tourne bien en début de saison, pourquoi pas le garder? Mais en tout cas, un contrat de 2 ans pour un coach qui n'a même pas son diplôme, qui n'a entraîné que les jeunes jusque-là, ça montre quand même que les ambitions du FC Nantes sont quand même plutôt basses sur cette saison, et c'est dommage parce qu'il y a quand même un effet de qualité et avec un coach de renom, avec un coach qui a des qualités, qui a plus de background que Aristou, ça aurait vraiment pu donner un mélange intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Et c'est ainsi que se clôture la série sur les mercatos des clubs de Ligue 1.